Nous allons passer au troisième panel, qui est le panel transition énergétique, opportunités ou contraintes. J'appelle maintenant Madame Catherine Gris, directrice de l'Association of Mauritian Manufacturers, Madame Jacqueline Sauzier, secrétaire générale du Mauritius Chamber of Agriculture, Monsieur Jocelyn Kwok, directeur de l'Association des hôteliers et restaurateurs de l'île Maurice, Monsieur Vivian Serrette, membre du Motor Vehicle Dealers Association, et Monsieur Kendall Tang, directeur de l'Energy Efficiency Management Office. Donc pour ceux qui le souhaitent, il y a aussi des places à l'avant, hein, si vous voulez vous changer de place. Merci, asseyez-vous. Non, asseyez-vous, au contraire. Donc, vous avez été présenté, mais je précisais que nous sommes sur ce troisième panel, sur un panel dit sectoriel. Et puis, je pense que le plus simple pour que le débat soit le plus fluide, donc c'est rapidement, je représente les intervenants. Donc à ma droite, Jacqueline Sauzier de la Chambre d'agriculture, à la droite de Jacqueline Sauzier, Catherine Gris de l'Association des manufacturiers mauriciens, donc qui évoquera l'aspect plus industriel. Et à la droite de Catherine Gris, Jocelyn Kwok de l'Association des hôteliers et restaurants, des hôtels et restaurants de l'île Maurice. Donc à la droite de Jocelyn Kwok, Vivian Serrette, membre de l'association des véhicules dealers, des vendeurs de véhicules, avec lequel on évoquera la question des transports. Et à la droite de Vivian Serrette, Kendall Tang, qui est un industriel dont on a déjà parlé, mais qui est là plus précisément au titre de ses responsabilités de président du Bureau de l'efficacité énergétique. Alors, tout de suite, c'est vrai que c'était pas prévu, mais Jacqueline Sauzier, ça tombe très bien. On parlait de l'impact de la bagasse dans la production d'énergie électrique à Maurice. Est-ce qu'on peut revenir un petit peu dans le détail, justement, sur cette histoire assez, finalement, inattendue, sur le fait que, finalement, ce sont des entreprises du secteur agricole qui se sont retrouvées en pointe dans ce qu'on appelle aujourd'hui les énergies renouvelables. Et cette transition énergétique avant l'heure, cette transition tout court, qui a fait qu'on est passé d'un secteur sucrier à un secteur cannier. Est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots quel était un peu ce cheminement à Maurice? Très bien, merci Renaud, bonjour à tous. Effectivement, il faut revenir un petit peu sur l'histoire de la canne à Maurice. La canne introduite à Maurice en 1639. Ça fait donc plus de 375 ans qu'elle est installée dans le paysage agricole mauricien. Donc cette canne, elle est installée ici. Elle a vécu tous les cyclones, elle a vécu la sécheresse. Elle est implantée dans le paysage économique, puisque aujourd'hui, les opérateurs économiques autour de l'industrie qui étaient au départ sucrières ont eu à évoluer avec le temps, évoluer avec les marchés, évoluer avec les besoins industriels. Et donc, nous sommes effectivement passés de cette industrie qui était une industrie purement sucrière à cette industrie qu'on appelle aujourd'hui cette industrie cannière. Le process débute en fait sur le fait qu'il y a un byproduct, un produit qui est considéré au départ comme un déchet et qui n'est pas utilisé du tout. Et donc, les agriculteurs, l'industrie agricole décide de trouver des moyens comment valoriser ce produit qui n'est pas du tout valorisé. Et donc, les premières installations
qui vont utiliser cette bagasse pour produire de l'électricité sont mises en place. La première a lieu en 1984 à Beauchamp, mais ensuite, il y a de l'industrialisation de cet outil. 4 centrales thermiques sont en place aujourd'hui, qui produisent donc de l'électricité à partir de la bagasse et du charbon. C'est un mélange qui est nécessaire puisque nous devons produire cette électricité, cette énergie tout au long de l'année, et que la canne est une production saisonnière, et donc la bagasse est produite de manière saisonnière. Et donc, à travers ces quatre centrales, nous utilisons donc ce produit qui est la bagasse, mais également donc, nous produisons notre énergie. Donc, puisque c'est le thème de ce panel, on peut estimer, en tout cas en première analyse, que la transition énergétique, c'est plutôt une opportunité pour le secteur autrefois autrefois sucrier, désormais cannier. Petite question quand même, comme vous le dites, il n'y a pas de la bagasse toute l'année, donc le reste du temps, on est obligé de brûler du charbon. C'est quand même matière d'émissions de gaz à effet de serre. C'est pas ce qu'il y a de mieux. Donc, est-ce que c'est véritablement une opportunité pour tout le monde? Ça le sera? Est-ce que ça le sera pour tout le monde encore? La transition est effectivement obligatoire, hein, puisqu'on se rend bien compte que le charbon, il n'est pas inépuisable, mais que nous avons actuellement un potentiel énorme avec cette bagasse qui est disponible régulièrement. C'est vraiment une énergie renouvelable, puisque la canne est là, elle va rester. Pour répondre à monsieur qui disait qui pensait que les superficies effectivement baissent, c'est vrai que depuis les 10 dernières années, nous avons une baisse régulière de la superficie sous canne, mais hier même, le ministre de l'Agro-Industrie a bien signifié son vœu qu'il y ait quand même 400 000 tonnes de sucre qui soient produites de manière régulière à Maurice, et c'est ce que nous produisons actuellement. Et donc, nous aurons si les différents plans qui sont mis en place sont maintenus, nous aurons cet élément de bagasse qui sera disponible régulièrement. Par contre, il faut effectivement trouver des alternatives. Et donc, la biomasse, autre que la bagasse, est aussi un autre sujet sur lequel nous nous penchons. Un texte de loi qui a été voté cette année, le Sugar Industry Efficiency Act, dans lequel il va y avoir un framework sur la biomasse qui permettra à ce moment-là de mettre un cadre spécifique autour de la production de biomasse, le cadre spécifique autour de cette utilisation de cette biomasse, et surtout le cadre autour de son coût et de sa méthode d'utilisation dans les usines qui vont brûler cette biomasse. Bien, donc finalement, c'est encore dans votre cas, dans le cas de ce secteur-là, on peut considérer que la transition énergétique, c'est une contrainte qui a été transformée en opportunité. Je peux juste rajouter un petit point, juste sur quelques petits chiffres. Ouais. Aujourd'hui, la bagasse, c'est 17% de l'énergie renouvelable. La paille de canne qui est en projet va représenter encore 7% supplémentaire. L'efficience au niveau des chaudières va représenter encore un gain supplémentaire. Nous pouvons facilement nous dire que dans les prochaines années, nous allons arriver à 30% d'énergie renouvelable avec uniquement la canne comme source de départ. Ensuite, les autres produits de biomasse nous permettront à ce moment d'aller de manière plus importante. La recherche au niveau de la canne nous permettant d'avoir une canne fibre, sucre avec une balance qui soit correcte permettra également de nous faire avancer au mieux. Très bien, donc un bel avenir pour la canne dans le cadre de cette transition énergétique. Catherine Gris, pour l'industrie mauricienne qui, elle, fait face à une concurrence internationale qui ne lui est pas toujours très favorable sur le plan des biens manufacturiers. On est sur un petit marché, des petites séries, des coûts d'opération qui sont déjà relativement élevés, faute parfois d'économies d'échelle, pour le moins. Il y a sans doute d'autres contraintes. Justement, la transition énergétique, ce n'est pas une contrainte supplémentaire ? Alors, j'ai envie de retourner cela en disant que la transition énergétique, bon, d'abord, elle est vraiment au cœur de l'activité industrielle.
la performance industrielle passe par la performance énergétique. C'est aussi une question de développement industriel. Les filières d'énergie renouvelable nouvelles à Maurice, c'est du développement. Ce sont des nouveaux métiers, ce sont des nouvelles compétences sur lesquelles on souhaite se positionner peut-être pour devenir après exportateur de savoir-faire en Afrique. L'énergie et la transition numérique, c'est au cœur de la 4e révolution industrielle qui vient. Donc, c'est un monde qui vient vite et qui va radicalement changer nos façons de produire, de travailler, de consommer. Et enfin, se pose effectivement la question de la vulnérabilité. On parle de vulnérabilité climatique. À l'AMM, nous avons commencé à plaider pour que, au sein des 10, des Small Development Island States, on commence à réfléchir à la vulnérabilité économique au commerce mondial. Donc, pour les industriels au sein de l'AMM, c'est des opportunités avec beaucoup d'efforts, avec un esprit pionnier, avec un esprit innovant, mais des contraintes. En matière d'efficacité énergétique, l'AMM s'est positionnée très tôt avec le GIEC en 2009-2010. Le GIEC étant, pour ceux qui ne le savent pas, l'ancêtre de Business Mauritius. Donc, dès 2009-2010, et c'est pour ça que je vois beaucoup de visages connus, puisqu'on a commencé à travailler avec pas mal d'industriels, de porteurs de projets, et puis de collègues des autres organisations professionnelles, Raj, Jocelyn, Jacqueline, etc. On s'est dit qu'il y avait une opportunité en termes de performance en matière d'efficacité énergétique pour le pays, mais aussi très concrètement pour nos entreprises. Et une dizaine d'entre elles ont travaillé sur un premier projet pilote vapeur soutenu par les pouvoirs publics. Et on a vu tout de suite des gains entre 15 et 40%. Donc, ça paraît énorme, mais c'est la réalité. Donc, ce petit cheminement nous a amenés sur le plan national d'efficacité énergétique. Mais nous avons un rêve, c'est que l'énergie devienne une vraie fonction stratégique dans l'entreprise et qu'elle soit managée au plus haut niveau, que ce ne soit pas qu'une question de maintenance manager ou de production manager, et que le chef d'entreprise, le dirigeant, manage l'énergie comme une ressource stratégique. Donc, c'est comme ça que nous voyons évoluer pour nos industries locales, en tout cas celles qui sont volontaires, celles qui ont cet esprit pionnier d'innovation. Nous pensons que le système de management stratégique par l'énergie va être au cœur des innovations dans nos domestic oriented enterprises qui, effectivement, ont besoin d'être de plus en plus compétitives. Le deuxième aspect intéressant, donc, on devient aujourd'hui, l'industriel peut devenir producteur. On a eu l'exemple de la canne, mais nous nous battons pour que les industriels puissent avoir le Medium Scale Generated Distribution sur leur toit. On parle des industriels, mais ça peut être des hôteliers, ça peut être, je vois le monsieur qui travaille avec la grande distribution. On a vu aussi des fermes agricoles. Donc, on se bat à l'AMM, on fait un véritable plaidoyer pour que la filière des énergies renouvelables, et c'est vraiment pour nous le solaire qui sera le point de bascule de cet écosystème qui vient, ce global partage. Le consommateur n'est plus consommateur, il est conso-acteur, il produit et il partage et il échange. Donc, on va dans un nouveau modèle complètement différent. Et Jeremy Rifkins l'explique très, très bien dans la première partie du film. Donc, les énergies renouvelables à Maurice, dont le photovoltaïque, nous nous sommes emparés du sujet à la demande de porteurs de projets et de producteurs de centrales photovoltaïques pour que chaque industriel puisse avoir l'opportunité de produire sa propre consommation et de l'échanger. Mais là, nous avons des contraintes. Ce n'est pas la transition énergétique qui est une contrainte, c'est des contraintes réglementaires. Donc, c'est un débat qui n'est pas clos entre le CEB, le ministère des Utilités publiques et les organisations du privé sur ce Medium Scale Generated Distribution Scheme. On attend que soit levée une taxe, qui est une taxe contre-productive, dissuasive. Et nous pensons effectivement que le fait que l'URA
est installé dans notre paysage et porteur d'une évolution positive. On doit passer d'un modèle centralisé, fossile, à un modèle décentralisé. On a à Maurice, et on l'a vu, notre petit film l'exprime très très bien, on a toutes les cartes en main, on a tous les atouts en main, mais nous sommes un petit État insulaire avec de faibles ressources et nous comptons sur les organisations internationales. Merci l'AFD, merci Switch Africa, merci l'Union européenne, merci le PNUD, etc., etc. Nous avons besoin de vous. Nous pouvons aller bien au-delà des 35% d'énergie renouvelable. Nous pouvons créer des emplois. 1,5 milliard d'investissements, là, sous le pied. On a besoin d'investissements. La croissance est en berne. Qu'est-ce qu'on attend? On peut créer des nouveaux savoir-faire pour nos jeunes dans des métiers qui sont valorisants. Donc, je suis optimiste de nature, tout en ayant été extrêmement choquée d'entendre les propos de Gaël Giraud. Donc, il devait être notre guest star. Heureusement qu'il n'est resté que 5 minutes avec nous, ce qui nous aurait démoralisés. Donc, oui, il y a beaucoup à dire et il y a des gens beaucoup plus qualifiés que moi dans cette salle pour le dire. La performance industrielle à travers l'efficacité énergétique, les énergies renouvelables, dont le solaire, la transition numérique et le développement des services. Encore des nouvelles activités, encore des possibilités de croissance pour notre pays, des services liés au comptage, au mesurage, au stockage, à l'analyse des big data, à la robotique, etc., etc. Mais tout ça sur un fond de vulnérabilité qui fait que l'industrie, elle a besoin d'être accompagnée, elle a besoin d'être aidée à travers les programmes, notamment comme le PM2E, et on va y arriver. Ok, merci. Au nom des industriels, vous avez lancé un joli plaidoyer. Je crois savoir que votre voisin de droite, pour le juste compte de... Renaud, avant que vous débutiez votre question, il vous reste 15 minutes pour ce panel. Juste. Ah. Merci. Oh là, c'est là-dessus qu'on va rogner. A priori, le retard pris. Merci en tout cas. Donc, Jocelyn, au nom de l'industrie, l'un des piliers de l'économie mauricienne, le tourisme et l'hôtellerie, vous êtes aussi, je crois savoir, à la fois très optimiste et pour preuve, vous avez été, nombreux des entreprises de ce secteur ont été parmi les pionniers de l'efficacité énergétique. Vous êtes engagé sur pas mal de projets, mais vous-même aussi, vous êtes attaché à souligner un peu les choses qui ne font pas ou les choses qui fâchent. Et je voudrais savoir un petit peu quelles sont pour vous, justement, les contraintes et les opportunités pour ce secteur qui est aujourd'hui l'un des principaux piliers de l'économie mauricienne. Merci Renaud. Bonjour à tous. Quelques mots sur l'hôtellerie d'abord. Oui, effectivement, nous avons eu l'occasion et l'opportunité de participer pleinement au programme PN2E. Nous sommes aujourd'hui, je pense, le plus gros secteur représenté dans les différents projets d'audit énergétique menés sur les sites hôteliers. Il y a quelques hôteliers dans la salle, vous connaissez bien les contraintes, bâtiments éparpillés, toitures respectant l'hôtellerie mauricienne, plus bien entendu l'hôtellerie, l'hébergement et la restauration qui engagent pas mal de choses, notamment rafraîchir les chambres, restaurer les personnes, les cuisines, les blanchisseries, etc. Sur tous ces différents éléments, il y a eu du travail et on continue. Les efforts sont certainement conséquents et les résultats sont probablement plus probants sur la production d'eau chaude, chose évidente, bien entendu, et quelques autres aspects encore. Pour revenir à la transition énergétique, thème de ce colloque aujourd'hui, cela me ramène tout de suite en 2008, quand Catherine et moi-même, nous commencions des discussions, et Joël Leronnier le disait très clairement, et moi, ça a changé ma vie, moi, personnellement. Ce n'est pas une question d'énergie traditionnelle ou énergie renouvelable. C'est énergie traditionnelle et énergie renouvelable. À partir de là, oui, on se lance dans la transition, on est dans un autre état d'esprit, et on a une manière de voir les choses qui bouscule pas mal de réflexions. Donc, des réflexions quelquefois sur le coût unitaire du mégawatt renouvelable par rapport au coût unitaire du
du mégawatt énergie fossile est trop restreint, trop limitatif. Je crois que ça, c'est important. Or, malheureusement, c'est ce genre d'élément et ce genre d'argument qui est mené tout le temps en premier pour défendre une position ou pour arrêter une réflexion. Rapidement, on n'a que quelques minutes. Je pense que tout est entre nos mains. Catherine Gry l'a bien exprimé. Tout est entre nos mains et je répète un peu ce que j'ai dit sur d'autres forums. J'ai une longue liste d'incohérences dans ce que nous essayons de faire en tant que pays insulaire. Pour l'hôtellerie, deux choses, principalement, qui sont des contraintes pour nous. D'abord, nous devons absolument rafraîchir l'habitat, rafraîchir les chambres. Sur ce genre de choses, nos paramètres de performance vont toujours être en deçà de ce qu'est la moyenne mondiale, où on chauffe principalement. Et ça, très peu de personnes se sont engagées à faire une réflexion dessus pour nous ramener vers des indicateurs de performance qui nous permettent de poursuivre. Et ça, c'est important. La deuxième chose, le tarif différencié de la fourniture d'électricité. On bute contre un refus d'étudier cette possibilité de manière plus approfondie, avec, bien entendu, l'intégration dans la réflexion de la distribution d'électricité à travers l'île. Il y a des zones qui sont moins bien fournies par les CEB et d'autres où il y a forcément un moindre besoin de l'apport sur la grille. Ce genre de choses est important pour nous. Dans l'hôtellerie, on peut stocker du froid, on peut préchauffer. Donc, ce genre de choses, effectivement, nous limite dans nos actions possibles. Et enfin, je vais conclure dessus. Je vous invite tous à réfléchir sur ce qui vous est offert comme incitation fiscale ou subvention pour vous permettre de basculer dans la production d'énergie verte ou dans de l'efficacité énergétique. J'ai une longue liste d'incohérences. J'en fais part régulièrement à tous les interlocuteurs en privé, en public aussi quelquefois, mais il faut certainement qu'on redresse la barre. Tout est entre nos mains, encore une fois. Il est impératif que le levier principal de la transition énergétique, qui reste la fiscalité, soit revu complètement. Je donne deux exemples, parce que je ne vais pas vous embêter avec ça plus longtemps que cela. Il y a une taxe verte à Maurice, pour ceux qui ne le savent pas, qui s'appelle le Environment Protection Fee, qui touche différents secteurs à différents degrés. Ces secteurs ont été définis en 2002. Aujourd'hui, nous sommes en 2017. Qui va faire l'effort d'aller revoir cette liste et voir les secteurs ou les autres activités qui devraient être assujetties à cette taxe? Deuxième élément, la production d'eau chaude, qui est le gros morceau pour tout pays comme le nôtre, qui bénéficie de ce climat tropical. Sur l'activité de chauffe-eau solaire, après le démarrage un peu en trombe en 2008-2009, on n'a pas progressé. Pas de production locale de chauffe-eau solaire, pas d'incitation fiscale pour augmenter le potentiel du pays, pas de considération pour les logements collectifs. 40% de nous, des ménages, sont en logement collectif. La loi ne prévoit pas des installations de production de chauffe-eau solaire pour les logements collectifs par rapport aux incitations fiscales. Donc ce genre d'éléments, je pense, reste très haut sur ma liste de combats et je pense qu'il est impératif que nous prenions conscience, que nous saisissions cette opportunité aujourd'hui, quand nous lançons nous l'énergie, de s'y mettre proprement en tant que citoyen, en tant que représentant industriel et en tant qu'acteur économique. Merci. Okay, merci. Je voudrais signaler que on n'est pas seulement dans la revendication légitime, mais vous n'êtes pas seulement dans la revendication, vous êtes aussi dans l'action quand même au sein de l'ARIM, puisque sur tous les audits qui ont été engagés depuis le lancement du programme national d'efficacité énergétique, centaines, 40% d'entre eux sont conduits par des membres de votre secteur qui donc ont... Ça vient illustrer parfaitement ce que vous êtes en train de dire. Sur un secteur extrêmement compétitif, finalement, l'énergie joue un rôle capital dès lors qu'on cherche à gagner, à réduire les coûts et à gagner de la productivité, si je comprends bien. Oui, effectivement. Mais... Je pense que nous avons une grande chance. Nous sommes dans un secteur où nous sommes poussés par la demande, nous sommes poussés par nos clients, nous sommes poussés par les tour opérateurs à adopter ce genre de pratique. D'ailleurs, nous avions déjà lancé en 2006, je pense, la première charte de l'environnement pour l'industrie hôtelière. J'ai moi-même eu l'occasion d'affiner un travail sur un guide qui permettrait à nos membres hôteliers de faire leur choix par rapport aux équipements électriques
Et donc, effectivement, nous restons, je le pense en tout cas, très en avant par rapport à cet effort national. Merci. Merci de préciser qu'effectivement, cette transition énergétique, à l'échelle du pays, vous y contribuez, que l'hôtellerie, le tourisme n'est pas, comme des fois ça se dit, finalement, source de pesanteur, mais plutôt source de dynamique. Transition énergétique, quand on parle de transition énergétique, on a parlé jusqu'à maintenant des industries. Ce n'est pas forcément dans l'industrie qu'on consomme le plus finalement d'énergie fossile, c'est les transports. Vivian Serrette, vous êtes donc un membre de l'association des vendeurs de voitures. J'ai une question assez simple à vous poser. Aujourd'hui, l'essentiel des gaz à effet de serre, ça vient des véhicules terrestres. Est-ce que c'est une situation qui peut rapidement changer ou pas? Si, c'est quelque chose qui va changer très vite, qui change déjà très vite. Je crois que le monde doit savoir qu'aujourd'hui, en 2015, la limite qui était imposée par l'Union européenne pour le gaz CO2 des voitures était 120 grammes. Et à fin 2020, cette limite doit passer à 95 grammes. Ce qui veut dire que tous les producteurs de voitures ne pourront plus avoir des véhicules qui émettent plus que 95 grammes de CO2. Pour arriver là, il est indispensable. Ils n'ont aucun choix possible. Ils sont obligés de baisser la qualité des moteurs, c'est-à-dire pas la qualité, je veux dire la puissance des moteurs. Ils sont obligés de passer à l'hybride en grande partie et à l'électrique en totalité. À ce jour, d'ici 2018, tous les producteurs automobiles mondiaux auront des véhicules électriques dans leur flotte et tous auront des véhicules hybrides en majeure partie. Donc, déjà, à Maurice, beaucoup de nos membres ont lancé ce genre de véhicules. Et juste pour donner une indication à ceux qui sont là, dans mon groupe, par exemple, aujourd'hui, nous sommes sortis de 80 millions de roupies de dépenses annuelles sur les véhicules à 65 millions en essence et en réparation, en passant sur des véhicules beaucoup plus propres. Donc, c'est déjà une économie phénoménale. Et avec maintenant la venue des véhicules électriques, on pourra réduire ça de 50% encore, ce qui est énorme, ce qui nous emmène une compétitivité énorme par rapport à des concurrents et nous va nous permettre, avec la technologie moderne, de passer à des véhicules beaucoup, beaucoup plus propres. Seul petit souci, un peu comme Jocelyn, c'est que ça fait 3 ans qu'on a écrit et à la CEB et au ministre pour que nous puissions permettre la vente d'électricité pour les recharges des véhicules électriques afin qu'on puisse produire une électricité verte, parce que ça ne sert à rien de plugger la voiture à la CEB, c'est aussi polluant que n'importe quelle autre voiture, et nous attendons toujours une réponse, et c'est toujours pas faisable. Bon, alors, ce n'est pas moi qui vais vous donner la réponse. Je vous remercie d'avoir été synthétique, d'avoir tenu compte du fait qu'on vous demandait d'aller à l'essentiel. Vous l'avez fait. Merci. Vous nous démontrez qu'effectivement, c'est une opportunité, mais une opportunité qui est accessible. Même si aujourd'hui, le coût de ces véhicules à l'achat est supérieur, vous nous dites que ça va dans la mesure où ces véhicules vont prendre une plus grande part dans la gamme de tous les constructeurs, on va les avoir à portée de main à Maurice. Et ça va, en tout cas pour les entreprises, générer des gains, des économies. Un jour, ça peut éclairer tout le monde. La ville de Beijing a annoncé hier qu'à fin 2018, les 70 000 taxis qu'il y a à Beijing seront tous remplacés par des taxis électriques, pour réduire drastiquement la consommation de CO2 sur la ville. Bon. Donc, pour vous donner une idée de ce qui est en train de se faire dans le monde. D'accord, d'accord. Les choses avancent très, très vite, donc plus vite que peut-être on ne le pense. Et finalement, Maurice, c'est pour demain. Kendall Tang, vous êtes un industriel très en pointe dans le développement durable. Ça a été indiqué tout à l'heure, donc je ne vais pas revenir là-dessus, mais vous êtes là donc au titre de chairman du bureau de management de la gestion de l'efficacité énergétique au niveau national, donc auprès du ministère. Et ça a été indiqué effectivement dans la première partie du film, enfin dans la première projection que nous avons vue. L'un des gros morceaux, après les transports, c'est aussi les bâtiments et le bâtiment et les équipements qui abritent ces bâtiments sont, on le sait, à l'origine d'une grande consommation de l'énergie fossile que nous utilisons.
Est-ce que vous pouvez nous dire à Maurice vers où va-t-on? Parce qu'on l'a entendu ici ou là, on sait qu'on doit aller vers des bâtiments qui sont de moins en moins gourmands en énergie, voire aller vers des bâtiments à énergie positive, comme ça a été indiqué à un moment ou à un autre. Merci de nous dire quelles sont les directions engagées. Alors, au niveau de l'IMO, on a privilégié, je dirais, une approche préventive au niveau de l'efficacité énergétique. Ce que fait la PN2E, c'est plutôt une approche corrective. Les installations sont déjà là, on essaye de corriger les équipements qui ne sont pas performants, les installations qui ne sont pas performantes. Donc, comme Jocelyn l'a mentionné, aujourd'hui, il y a beaucoup d'incohérences au niveau du pays. D'un côté, on est en train d'auditer des bâtiments, des usines, des hôtels, etc., en disant qu'il y a des choses inefficaces qui sont installées. Et de l'autre côté, on ne régule pas les nouvelles installations, les nouveaux bâtiments qui sont en train d'être construits. Donc, pour cela, il y a ce qu'on appelle le Building Code qui est en train d'être mis en place. Donc, le Building Code, dedans, va avoir une partie efficience énergétique. Et l'intention de l'IMO, c'est d'imposer des limites, je dirais, très drastiques. On préfère peut-être gérer des cas exceptionnels où on devra apporter des dérogations plutôt que mettre des limites trop faciles à atteindre. Pourquoi? Parce qu'un bâtiment est construit en général pour quelques dizaines d'années. Et très souvent aujourd'hui, tout ce qui est intégré au bâtiment, comme l'éclairage, comme la climatisation, est fait de telle sorte que, une fois que c'est fait, après un audit, vient vous dire que voilà, il faut tout recasser et refaire. Premièrement, il y a l'aspect esthétique, on ne veut pas trop le faire. Et deuxièmement, le coût est très élevé pour refaire tout cela. Donc, on préfère peut-être mettre des normes très strictes au niveau pendant la construction pour que les gens devront peut-être se creuser un petit peu la tête au moment de la construction pour justement atteindre des niveaux d'efficience plus élevés que c'est le cas en ce moment. Aujourd'hui, les limites qui sont imposées dans certains pays sont telles que même avec, par exemple, un éclairage à incandescence, on peut y arriver. Donc ça n'a pas de sens. Il faudrait qu'on mette des limites de telle sorte que même avec des LED, sans une conception spécifique, ce serait difficile d'atteindre ces limites-là. Donc c'est ça notre intention. Donc la deuxième approche de l'IMO, c'est des mesures préventives à très long terme, donc tout ce qui concerne l'éducation, l'information. Donc il y a des choses qui sont faites au niveau des écoles pour éduquer les élèves. Là, le retour sur l'investissement est assez difficile à mesurer parce que c'est du très long terme, mais ça permet aussi de changer les habitudes des futures générations qui vont arriver à Maurice. Ensuite, donc, je ne vais pas parler d'audit parce que c'est plus le rôle de la PN2E. Ensuite, il y a dernièrement ce qu'on appelle de faire usage de la connectivité. Alors, comment utiliser la puissance de la connectivité pour améliorer l'efficacité énergétique? On a vu très souvent qu'il y a, par exemple, dans les rues, des rues entières ou des routes entières qui restent allumées la journée, en pleine journée. Peut-être qu'il y a simplement des défauts de maintenance. Et ce qu'on va travailler, c'est de développer une application qui permette à tous les citoyens mauriciens de pouvoir facilement, à travers une application, de rapporter ce genre de choses. Donc à travers la géolocalisation, à travers une photo, donc une application qui permet tout le monde de participer à l'économie d'énergie. Et je voudrais également réagir par rapport aux véhicules électriques. C'est vrai qu'il y a des gens qui disent que le véhicule électrique est polluant. Aujourd'hui, c'est peut-être le cas parce que la majorité de l'électricité produite est à base d'énergie fossile. Mais comparant un véhicule classique avec un véhicule électrique, c'est que le véhicule à essence roulera toujours à l'essence. On ne pourra pas le changer. Par contre, un véhicule électrique, si demain on produit 82% de notre électricité à partir de sources renouvelables, on pourra faire cette transition. Donc, le challenge avec le véhicule électrique, c'est qu'il faut gérer sa mise en place. D'un côté, nous avons la CEB qui est en train de
d'acheter des batteries pour mettre sur le réseau pour pouvoir absorber les intermittences des énergies renouvelables telles que l'éolienne et le solaire. Et de l'autre côté, nous avons bientôt, on l'espère, enfin, je pense que par la force des choses, on aura de plus en plus de véhicules électriques sur le réseau. Et si on ne contrôle pas cette flotte de véhicules électriques, on va faire un chaos sur le réseau électrique. Parce que, imaginez, on arrive au bureau, on branche le véhicule électrique et que c'est l'heure de pointe de la consommation, on va encore ajouter plus de charges sur le réseau. Ça n'a pas de sens. Donc, il faut dès maintenant développer des tarifs ou des solutions qui vont nous permettre de recharger pendant les heures creuses, pendant les heures où il y a un excès de production d'électricité. Ok, donc vous êtes parfaitement aligné avec des points qui ont été exposés tout à l'heure. Grosso modo, cette transition énergétique, elle offre des opportunités. Il y a quelques contraintes à lever, si je comprends bien, c'est-à-dire faire en sorte de mettre en place des tarifs différenciés et sans doute peut-être de donner accès à davantage de producteurs indépendants de taille moyenne, voire de petite taille. Si j'ai résumé en quelque sorte les points bloquants qui pourraient être levés pour que cette transition puisse avancer davantage. Je vous remercie chacun pour votre contribution, mais nous sommes rappelés à l'ordre pour essayer donc, de... Vous avez droit qu'à 2 questions si vous souhaitez Voilà, c'est ça. intervenir dans ce panel. S'il y a des questions dans la salle, elles seront prioritaires sur tout. Donc, au vu, et plutôt après avoir entendu ce que nous avons entendu, est-ce qu'il y a dans la salle des questions? S'il n'y en a pas, ce sera encore mieux pour l'horaire, mais non, apparemment. Je crois qu'effectivement, tout le monde a été très clair. C'est vrai que ça a été rapide, synthétique. Ah, si, une question. Question. Bonjour, mon nom c'est Raïro. Ma question s'est adressée à la représentante de l'Association of Motion Manufacturers. Il y a des usines peut-être qui produisent de la vapeur, qui utilisent de la vapeur. Avez-vous considéré la technique en anglais qu'on dit combined heat and power, c'est-à-dire la production de la vapeur et de l'électricité en parallèle? Ça permet une utilisation meilleure de la ressource primaire à partir de laquelle on produit l'énergie. Je vois vaguement ce dont vous me parlez, puisque je ne suis pas une technicienne, mais je pense que Michael et Franck, dans le prochain sujet, vont vous répondre. Oui, merci monsieur. Je crois on retient votre question sur la cogénération vapeur-électricité, mais je pense qu'effectivement, vous aurez plus de chances d'avoir des réponses à vos questions au cours du prochain panel, où justement les responsables de la partie technique du programme national d'efficacité énergétique tel qu'il est conduit depuis maintenant 4 ans dans les entreprises, a commencé dans la vapeur. Nous exposerons tout à l'heure justement ce qui est fait et ce qui a été fait depuis 4 ans pour améliorer l'efficacité à ce niveau. Donc, désolé, on vous répond dans quelques minutes. Une autre question, ce sera la seule. Bravo, vous avez gagné le droit de poser l'unique... Voilà. Je ferai très court. Merci. Juliette Charlemagne, je représente Canopé Engineering, qui est un consultant en bâtiment, mais cette question concerne plutôt les transports. Est-ce qu'il est envisagé de réduire le nombre de véhicules particuliers sur l'île? Parce qu'on est beaucoup à venir travailler. On a un véhicule qui peut accueillir 4 à 5 personnes. On est seul dans la voiture. On crée des embouteillages, on crée de la pollution. Est-ce qu'il est envisagé donc de réduire ce nombre de véhicules personnels en améliorant notamment l'offre en transport en commun et une offre donc qui soit énergétiquement efficiente? Voilà, je vous remercie. Donc peut-être cette question s'adresse à Monsieur Tang ou Monsieur Serret.
Ça fera peut-être pas plaisir à Monsieur Serrette. Je ne sais pas si ça fera plaisir ou pas, mais c'est surtout que je pense qu'il est, pas forcément le mieux placé pour pouvoir répondre à ces questions, parce que, comme je l'ai indiqué, Monsieur Serrette vend des voitures. Vend des voitures et pas de métro léger, mais pas de transport en commun que je sache, en tout cas, même si l'île se diversifie beaucoup. Ce qui est certain, c'est qu'il y a une mauvaise gestion de la flotte locale, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun incentive pour retirer de la route des véhicules qui sont outdated. Il y a des véhicules qui rentrent tous les ans neufs, mais il n'y a pas assez de véhicules qui ressortent. Je suis pas sûr que ça. Merci. Je suis pas sûr que ça réponde totalement à votre question, mais je crois savoir que, enfin, tout le monde sait ici qu'a priori on a un chantier qui devrait démarrer dans quelques jours. Je ne sais pas si Monsieur Tang veut. Oui, effectivement, il y a le métro express qui va bientôt démarrer. Je pense qu'ensemble avec le métro express, il faudra bien revoir un petit peu comment gérer le transport en public, parce que le métro express va apporter une colonne vertébrale, mais aussi il y a des arrêts. Il y a plein d'autres choses à mettre en place. Peut-être des bus qui vont permettre de connecter les endroits les plus retirés de l'île. Mais je pense aussi qu'on peut également apporter une solution à travers des applications telles que, comme il existe en France, Blablacar, de partage de véhicules qui permettrait d'améliorer l'efficience d'utilisation de nos véhicules. Au lieu de partir seul, de peut-être pouvoir faire du covoiturage, simplement. Ouais, merci. Oui, tout à fait, oui. Mais... Merci pour vos réponses. Merci, Madame, pour votre question qui est effectivement d'importance, parce qu'effectivement, on pourra sans doute avancer davantage sur la transition énergétique quand on aura sans doute bien avancé aussi sur la question des transports, comme on l'a dit. La bonne nouvelle, c'est que si je retiens ce que nous a dit M. Serrette, on aura toujours des bouchons, mais on toussera moins dans un premier temps, parce qu'on aura des véhicules qui ne rejettent pas de gaz à effet de serre, moins de gaz à effet de serre. On va malheureusement être obligé de s'arrêter là, mais vous aurez la possibilité de poursuivre un peu plus tard, aujourd'hui, et peut-être et sans doute d'autres jours. Mais j'en dis pas plus, ça vous sera indiqué davantage. Ce colloque n'est pas one shot, loin s'en faut. Il sera suivi d'autres rendez-vous, ce sera évoqué tout à l'heure. Merci à tous pour nous avoir évoqué ces contraintes et ces opportunités par secteur d'activité. Merci bien.